mais qui revient en réalité à l'initiative de 4 de nos étudiants qui ont suivi le séminaire de Monte Carasso en juillet dernier. Et cette précision n'est à mon sens pas anecdotique, parce que la sollicitation de la part d'étudiants était le plus sûr moyen de toucher le pédagogue et de le conduire dans nos murs. Alors, cette deuxième conférence aussi de Luigi Snozzi à l'école d'architecture de Nancy donc, se réalise dans un nouveau cadre, parce que nous l'avons accueilli, nous nous souvenons plus très bien, je pense lui non plus, il y a plus d'une quinzaine d'années, Bon, polémique crâne notoire. Donc nous l'accueillons dans un nouveau cadre qui est aussi le bâtiment de son ami Livio Vacchini, raison supplémentaire donc, pour nous rejoindre ce soir. Luigi Snozzi en aura sans doute apprécié l'ambiance quelque peu monacale, lui qui relate avec émotion sa rencontre bouleversante et magique avec le Toronnet, où il séjournait il y a peu de temps encore, et je pense aussi que c'est un croisement riche de sens pour l'architecte qui vient de clore momentanément le long cycle de planification du village de Monte Carasso, avec cette construction magistrale de la nouvelle aile du couvent, celle qui figure sur l'affiche qui annonçait cette conférence. Et comme certains, je pense, le savent, il y a chez Luigi Snozzi un acharnement têtu à s'emparer de la topographie, à travailler le plus modeste projet dans sa dimension territoriale, à exprimer toute architecture avec une sobriété mesurée, en quoi effectivement il peut sembler si proche du moine Guillaume, le maître d'œuvre et le héros de la chronique des pierres sauvages de Pouillon, que beaucoup, j'imagine, ont lu. Tout à l'heure, Luigi Snozzi confiait qu'il avait été baptisé sur place d'architecte cistercien. Donc cette conférence va être avant tout une leçon d'éthique. Elle s'adresse à tous ceux qui croient à l'idée du projet comme instrument de connaissance, à ceux aussi qui croient à l'architecture sans maquillage, sans faux semblant, et qui ne produit aucune image racoleuse. Alors peut-être aussi est-ce la raison pour laquelle Luigi Snozzi a beaucoup projeté et a trop peu réalisé. Alors, je voulais aussi terminer par cette petite information qui m'était confiée tout à l'heure, c'est que Luigi Snozzi a été élu récemment citoyen honoraire de Monte Carasso, qui est quand même une reconnaissance exemplaire du travail qu'il a conduit et qu'il continue de conduire, mais qui a conduit déjà depuis 30 ans. Je voudrais remercier avant tout les jolis mots qui m'intéressaient. Madame, je ne sais plus le nom. Non. Dans ma vie, je l'ai fait comme ça. Et je suis content d'être ici à Nancy, avant tout parce que je revois ce bâtiment de mon ami avec lequel j'ai travaillé plusieurs années, Livio Vacchini, comme on a été dit. Et puis je me réjouis aussi d'être à Nancy, donc c'est une très jolie ville, non, que j'apprécie. J'apprécie aussi la présence de mes étudiants de Monte Carasso, que je n'ai rencontrés là dehors, non, ça me fait un grand plaisir. Alors, je dois vous dire quelque chose. Moi j'ai pris, c'est peu de fois que moi je lis, non, généralement je ne lis jamais. Mais je préférais écrire, non, sur un texte
pour être plus précis, non? Parce que je pense que ce que je vais vous raconter sont des propositions très sérieuses, non? Sont mes dogmes. Moi, je l'appelle dogme. Moi, je suis dogmatiste. Non? Et le dogme, c'est Igor Stravinsky qui m'a appris que c'est très important, le dogme, pour commencer à aimer le dogme. Aussi en architecture, pas seulement en musique. Voilà. Sauf que j'ai pris le texte en italien. Et donc, vous devez excuser, je le traduis directement en français, parce que je n'ai pas eu faute, je l'aurais en français. Maintenant, je dois m'arranger. Alors, le titre, c'est « Vive la résistance ». Il y a une vingtaine d'années, je commençais ma conférence inaugurale pour ma nomination en professeur ordinaire au Polytechnique fédérale de Lausanne avec ces mots. Nous nous trouvons aujourd'hui dans un monde gravement menacé par sa même survivance. Les symptômes de telle situation sont répéribles partout et la guerre reste encore un fait structurel à l'intérieur d'une société qui tente vers la démocratie. Je pense que la communauté académique a sa part de responsabilité pour ce qui est en train de se passer. Elle a donc la tâche d'examiner publiquement la vie humaine sous l'aspect de ses qualités morales et jusqu'à quand les académiciens ne réussiront pas à rejoindre une conscience intellectuelle suffisante pour former des citoyens responsables et actifs, pour porter à terme le processus vers une démocratie substantielle, cette tâche restera l'objectif principal des intellectuels et des enseignants. Dans ce sens-là, je retiens que la finalité de l'enseignement de l'architecture n'est pas seulement celui de former des architectes professionnellement capables, mais celui de former des intellectuels critiques doués d'une conscience morale. Avec cette introduction, je cherchais de souligner le fait que l'architecture n'est pas une discipline neutrale vis-à-vis de la société. À la base de ma réflexion et de mon agir, donc à la base de ma manière d'enseigner et de projeter, il y a toujours un front politique et idéologique qui s'insère dans la conception socialiste du monde, en opposition à une vision utilitaristique et d'efficience. Mais à l'intérieur de cette perspective idéologique, je pense que l'architecture doit préserver son autonomie disciplinaire. Je pense que le seul moyen d'attribuer à l'architecture une signification politique reste à son approfondissement spécifique. Et le seul moyen avec lequel l'architecture peut avoir une influence sur les faits structuraux de la société. Architecte, ne fuis pas tes responsabilités, occupe-toi de la forme. C'est en elle que tu retrouveras l'homme. Si je n'attribue pas au projet d'architecture un rôle politique direct, je m'oppose à toute tentative de séparer l'engagement disciplinaire de l'engagement politique. Ça implique que même dans l'école d'architecture, que même les écoles d'architecture doivent défendre leur autonomie vis-à-vis des exigences du professionnalisme, en moyen de pouvoir exercer dans la plus grande liberté leurs fonctions critiques. J'ai cherché de résumer cette problématique pour mes étudiants avec le suivant schéma. Alors, à gauche, vous voyez le titre architecture, à droite, société et politique. Sous architecture, il y a écrit l'architecture tend vers le permanent et non vers l'éphémère. Tandis que la société et la politique tendent vers l'éphémère et non vers le permanent. Sous architecture, nous lisons encore que l'architecture, par sa nature, elle est anti-efficiente, tandis que les sociétés politiques sont en recherche de l'efficience maximale. Si nous
devrions tenter de élenquer, ou de... Oui, élenquer, on dit en français. Élencar. De... Faire la liste. Oui. Faire la liste. De faire une liste. De faire une liste. D'un côté, sous l'architecture. Alors, nous, de faire une liste sous ces deux, notre société politique et architecture, alors nous verrons qu'une série de renommés architectes actuels, nous verrons que tous ces architectes-là, la plus grande partie des grands noms aujourd'hui les plus reconnus et presque toujours demandés pour les grandes œuvres publiques, sont organiques et fonctionnels à la société actuelle, laquelle valeur première est la consommation. Tandis que nous aurions une grande difficulté à mettre sous le titre architecture des noms des architectes aujourd'hui. De ce simple schéma, si on en met sa vérité, on peut déduire qu'un architecte ne peut que se trouver dans une position de résistance à la société actuelle. Si c'est vrai, c'est tableau. Un autre thème central de mon activité est dans le rapport homme-nature. J'ai basé grande partie de mon enseignement sur des aphorismes que j'écris en 1973 pour mes étudiants du Polytechnique fédéral de Zurich et desquels j'en citerai quelques-uns. Mais avant tout, je vous propose deux aphorismes qui ne sont pas moi. Le premier de Carlo Cattaneo, que c'était un grand homme, un grand intellectuel de fin 1800 qui a fait beaucoup pour le canton Tessin, qui était un Italien. Et le second de mon ami, Pritzker, il y a 3 ans, Paolo Mendes da Rocha, le Brésilien, qui résume dans une manière très claire quel pourrait être le rapport entre architecture et nature. Alors, Carlo Cattaneo. Chaque région se distingue des sauvages. Elle est un immense dépôt de fatigue. Cette terre n'est donc pas œuvre de la nature, elle est œuvre de nos mains. Elle est une patrie artificielle. Mais plus violent et presque à la limite du blasphème, celui de Paolo Mendes da Rocha. La nature, c'est une merde. Paolo Mendes da Rocha. Illustré par moi avec ce. Dès les premiers temps de l'humanité, l'homme, pour conquérir son espace vital, a dû commencer une lutte continuelle pour la transformation de la nature en culture, pour réagir au double aspect de cette confrontation. Si, d'un côté, la nature lui donne tous les éléments indispensables à sa survivance, de l'autre côté, la nature lui s'y oppose avec toutes ses forces hostiles. La ville représente aujourd'hui le dernier stage de cette longue confrontation. Pour ça, la ville peut être définie comme, selon moi, la patrie naturelle des hommes. Grâce au labeur des hommes, la ville contient les feux de volcans, le sable du désert, la jungle et la faune. La nature tout entière. L'alpiniste, ça c'est l'italien, malheureusement, il est heureux parmi les montagnes parce qu'il sait qu'au-delà de l'horizon, il y a la vie. Et le matelot est heureux au milieu de la mer
parce qu'il sait que derrière l'horizon, il y a la vie. Cette conception dynamique du paysage se pose en antithèse avec toutes les théories fondées sur l'adaptation et l'intégration, théories aujourd'hui encore très répandues dans les diverses commissions de protection des sites et des monuments historiques, comme dans les pratiques de la planification urbanistique. Il ne s'agit donc pas pour l'architecture de s'intégrer à un site, mais de bâtir un nouveau site, dans un rapport de confrontation et non de soumission à l'existant. Quand nous parlons de ville, nous pensons inévitablement à la ville historique. Elle représente encore aujourd'hui l'événement urbain plus significatif. Les deux concepts, ville historique et architecture moderne, sont liés indissociablement. Sans l'architecture moderne, la ville historique perdrait toute signification. Elle participe activement au projet de la nouvelle ville. L'histoire devient ainsi matière fondamentale pour l'architecture. Rien n'est inventé, il faut tout réinventer. Un autre repère important pour le projet est certainement le mouvement moderne, dans lequel se trouve accumulé beaucoup d'expériences, desquelles le thème principal était l'habitation. Mais se référer à la tradition moderne implique en tout cas le refus du fonctionnalisme vulgaire que dans ces temps-là, il s'exprimait avec le slogan « forme égale à fonction ». L'aqueduc vit à partir du moment qu'il a cessé de transporter l'eau. Le projet, instrument principal de la discipline, avant d'être instrument pour la transformation de la réalité, est l'instrument pour sa connaissance. Donc, une bonne analyse est déjà projet. Contre une vision consumistique du monde, il est nécessaire de chercher de nouvelles solutions qui puissent reproposer, en termes d'architecture, des valeurs aujourd'hui aliénées. Je me réfère aux valeurs du sol, comme bien commun inaliénable, aux valeurs cosmiques et géographiques. Un vrai prêt arrive jusqu'au centre de la Terre. Ici, il y a deux mots en allemand. Il y a ces deux maisons. À gauche, il y a écrit hier, à droite, aujourd'hui. Sont les mêmes. Et dans la coupe, à gauche, hier, à droite, aujourd'hui. Je parlais des valeurs des changements des saisons, de l'alternance du jour et de la nuit, les valeurs des éléments primaires pour la survivance de l'homme, comme le soleil, l'air, la lumière, l'eau, les valeurs de l'histoire et de la mémoire, les valeurs des fatigues humaines. Quel gaspillage d'énergie pour ventiler, chauffer, éclairer, quand il suffit d'une fenêtre. Toute intervention présuppose une destruction. Détruit avec conscience. Après ces brefs et synthétiques réflexions, je voudrais vous présenter quelques-uns de mes derniers projets territoriaux. Ce que les approche est la recherche d'une concrète réponse au temps long d'évolution de la ville et au problème de la diffusion incontrôlée de la ville actuelle, la soit nommée ville explosive ou ville diffuse, je ne sais pas comment dire en français, città diffusa. Alors je vous présenterai quelques projets
Le premier, c'est un projet de résidence à Brissago en Suisse. C'est un vieux projet de 1972. Je vous présente ce projet-là parce que je le trouve très intéressant par le fait que c'était un de mes projets alternatifs que j'ai proposé à la commission à laquelle je participais. C'était la commission une commission du paysage, pour la protection du paysage. J'ai passé là 12 ans dans ma vie, dans cette commission cantonale du canton de Tessin, et c'était les 12 ans les plus terribles de toute ma vie. Sur 3000 projets, j'en ai approuvé 10. Mais vu que les autres commissaires ne m'écoutaient pas, ne comprenaient pas ce que je disais, j'ai commencé à pratiquer le projet alternatif que le criticien Kenneth Tremble, architecte, il les a nommés les projets guérillas. Donc, je montrerai ce premier projet guérillas et je montrerai le projet fait selon les règles de la commission. Alors, ici, vous voyez le village de Brissago. Il y a une petite rivière, un delta ici, et on voit une chose assez intéressante, que le village est sur le côté droit de la rivière. C'est une forme, c'est un tissu complet, défini, fini, c'est une forme finie, c'est un triangle complètement fini. Voilà. Et de l'autre côté, il y a un terrain triangulaire aussi, qui est pratiquement vide. Il y avait seulement une fois une petite fabrique de tabac juste ici qui a été démolie dans les années 20. Malheureusement, la commune a bâti sur ce terrain-là une école primaire. On verra quelques images de cette école, qui est une école affreuse. Donc ils ont commencé à détruire ce lieu extraordinaire. Ça c'est le village, voilà, la rivière, et là c'est le terrain où là on voit encore la fabrique de tabac qui n'était pas encore démolie, c'est une photo des années 30. Ici on voit un schéma qui avait fait la commune. Le terrain était propriété, ce terrain-là, il était propriété de la commune. On voit qu'est-ce qu'elle voulait la commune. Il y avait le ruisseau ici, qui avait cette forme-là. La commune le voulait redresser parce que tous les murs de soutien de rive étaient démolis par les orages et par les pluies. Sur ce terrain, la commune bâtit cette école ici. Elle voulait faire un champ de sport dans cette partie-là, et donc elle propose de faire une route. Ça c'est la route qu'on entre dans le village, c'est une route à plus ou moins 9 mètres, soutenue par un mur de soutien de 9 mètres ici. On entre dans le village et la commune voulait faire une route qui descendait avec les parkings, et comme ça il a divisé ce terrain-là vide en deux parties. Une pour la commune et une, il l'a vendue stupidement, bêtement, à des spéculateurs qui voulaient bâtir sur ce triangle-là 7 appartements pour les touristes. Et la commune demandait encore au privé de bâtir un petit port de plaisance ici devant. Ça c'était ceux qui demandaient la commune. On voit là le village, deux images du village, on voit très rempli. On voit là devant les nouveaux quais de 1900, très précis. Et là, tout à côté, on voit un petit quai, on le voit pas bien là, qui a été fait selon les règles de la commission de protection du site. Et là, on commence à voir, on commence à imiter les formes de la nature et toutes ces histoires, et on fait le premier kitsch de ce quai. Si ce qui est intéressant, on voit la route cantonale qui entre dans le village là, on voit le mur de soutien qui est à hauteur de plus ou moins 9 mètres, et là on voit le terminal de ce aréal, de ce terrain à bâtir. Quelques images de la situation, la rue qui entre dans le village, le magnifique espace de l'école primaire pour les petits-enfants, ça c'est l'école.
dans le lieu plus extraordinaire du village, avec le lac au fond et les îles de Brissac, voilà. Ici, on voit de nouveau l'école. On voit que tous les murs de soutien du ruisseau sont disparus. Et ce que je veux souligner, que tous ces murs-là sont des murs calculés par les grands professeurs de Polytechnique fédérale de Zurich, les grands Suisses, ingénieurs formidables. Il n'y en a plus un. Hein. Tandis que de l'autre côté, ici, il y a encore un vieux mur, 1850, une vieille villa qui a été démolie, la villa, mais le mur en pierre, il est encore là, tout à fait. Ouais, parfait. Ça devrait nous faire penser sur ce qu'ils nous racontent dans les universités. Peut-être même en Nancy, on ne sait pas. Hein, là, on voit ce mur de pierre que je vous ai montré, et là, tous les murs qui ont été descendus par les... Là, je vous montre, ça c'est le projet des architectes qui nous ont obéi complètement au désir de la commission. Première règle de la commission, pour préserver la rive du lac, il faut bâtir loin de la rive. Deuxième proposition, les bâtiments devaient avoir un maximum de 20 mètres de largeur pour permettre de la rue cantonale diviser point de vue sur le lac. Les maisons devaient être articulées en plan et en hauteur, un haut, un moyen et un bas, pour éviter la monotonie et pour s'intégrer mieux, comme je disais, ceux de la commission, dans le village. Puis les parkings, ils maintiennent naturellement la route qui voulait la commune. Les parkings doivent être mis sous terre, ça veut dire sous l'eau, parce que là, il y a l'eau. Et sur la dalle de parking, donc sur la dalle de béton, le jeu des enfants. Voilà, ici. Donc, sur la dalle de béton, le jeu des enfants, ça c'est normal pour ces gens-là, c'est la chose évidente. Donc, pour faire ce projet alternatif, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tous les 5 règles qui a dicté la commission de protection et je les renversées. Alors, je me suis dit, il dit que pour protéger la rive, il faut bâtir loin de la rive. Alors, pour promouvoir la rive, parce que le nom protégé est disparu de mon vocabulaire, je ne l'utilise plus, et mes étudiants, il a interdit à mes étudiants de l'employer, alors j'ai mis puis il y avait l'autre cas, j'ai oublié, le mur de soutien, parce que pour ces commissions-là de protection, un mur de soutien haut 9 mètres, il est toujours une chose malheureuse. Donc il faut le cacher, le mimétiser avec des arbres. Et ça, ils l'ont fait. Puis il y avait donc, moi je me suis dit, alors mon mur, le mur qui était là, devait devenir l'élément principal de mon projet. Non. Et donc si ce mur-là aurait cru que seul Marguerite, j'aurais été là, moi, même le dimanche, à la poupée. Non, un mur, c'est un mur. Non, et c'est pas demi-nature et demi-mur. Puis, les parkings doivent être mis sous terre. Donc, je l'ai mis sur le toit. Hein. Les bâtiments doivent avoir 20 mètres de longueur. Donc, j'ai ajouté un zéro. J'ai fait un seul bâtiment de 200 mètres avec la même hauteur. Hein. Et voilà. Donc, j'ai renversé tous les règles. Et maintenant, je vais vous montrer ce projet-là. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la première esquisse que je fais. Et dans cette esquisse, il y a déjà mon projet. Il est déjà là-dedans, si on est capable de le voir. Qu'est-ce qu'il raconte, cette esquisse? Avant tout, il lit critiquement le village, il dessine ce qui pour moi est important, il dessine ce triangle complètement bâti, et donc cette forme finie du village. Je note l'église paroissiale, c'est une très jolie église de la Renaissance, et l'hôtel de ville, qui sont les deux émergences publiques. La rivière, je note le mur de soutien de la villa, non, que je tiens, et là, malheureux, c'est quoi? Sur ce esquisse-là, il y a quelque chose, que je me rends compte que la valeur de ce village-là est due à quoi? Est due
à la confrontation directe entre un lieu complètement bâti, plein, et un grand vide. C'est justement ce rapport du vide et du plein qui fait la valeur de ce site. Donc pour moi, le problème c'était comment on peut bâtir 70 appartements sur ce terrain-là afin que ce vide-là, quand il est bâti, il est plus vide qu'avant. Ça c'était ma recherche. Alors là on voit en grand. Première chose, je mets les bâtiments sur la rive du lac. Donc en faisant ça, et deuxième, je ne divise pas le terrain en deux. Je veux l'unité totale de la zone. Hein. Ça reste une unité. Et on verra comme le mur de soutien de cette route devient l'autre élément principal du projet qui définit le vide. Et le troisième élément, c'est la correction de la rivière de ce côté-là. On le voit mieux ici, ça c'est le parterre. Alors on voit le mur de soutien de la route qui reste là et devient l'élément principal de définition du grand vide que vous voyez là. Unitaire. Deuxième, le bâtiment il est sur le lac. Mais il appuie sur une espèce de digue ici, et derrière la digue et au-dessous le bâtiment, il y a le port pour les bateaux. Puis je définis mieux la rivière en profitant de vieux murs de la villa que je vous ai montré, qui comme ça je peux marquer dans une manière très précise l'entrée de la rivière dans le lac. Il marque donc l'entrée de la rivière. Dehors, je prolonge cette limite nouvelle de la rivière pour en faire le port pour les bateaux à voile. Donc il ne peut pas entrer sous la maison. Naturellement, de ce terrain-là, on a une vision totale sur le lac. C'est vide. Et ça, c'est le bâtiment. Donc, il y a un autre aphorisme de mes aphorismes qui dit la variété est le prélude à la monotonie. Si tu veux l'éviter, répète ton élément. Et moi, j'obéis à mes aphorismes. Et donc là, je répète 12 fois le même élément, Avec cette solution, j'ai réussi à avoir une vision de la route cantonale complète, transparence sur le lac. Entre les maisons, je vois le lac. Cette typologie d'habitation, je recours donc aussi à la reprise historique. Je vais chercher des typologies, ce n'est pas moi qui les invente, et j'ai repris la typologie des unités de Le Corbusier de Marseille. Donc, un parcours intérieur, ici, vous voyez, que là, il n'est pas totalement intérieur, parce que chaque maison, on sort sur un pont, et on voit, avec ceux qui entrent dans les maisons de ce couloir, ils ont la possibilité de voir la montagne, de voir le lac, de voir l'eau et le port au-dessous, et de voir l'herbe, quand il n'y a plus de port. Donc ils voient tous les éléments qui constituent ce parti du paysage. Ça, c'est où il n'y a pas le couloir. Et puis, les parkings. Je vais mettre les parkings. Je fais une chose très simple, je n'ai pas la route pour descendre. Je fais un petit pont ici, et c'est justement la hauteur de mon bâtiment, c'est 9 mètres, un petit pont, et je fais parquer les parkings sur le toit. Donc, dans le lieu le plus super de tout cet aréal, je mets les autos. Il faut dire que moi, j'ai un grand amour pour les autos. Je les aime beaucoup. Non? Parce que celui qui est au volant d'une voiture, c'est le piéton quand il descend. Donc, c'est un respect du piéton. Et je pense que donc, quand on arrive en voiture dans un lieu, il faut arriver dans un lieu formidable, magnifique, que l'homme se rende compte où il se trouve. Aujourd'hui, on a l'habitude, on le voit partout, même au cours, c'est partout comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On les fait disparaître sous terre, non? Donc on fait un trou, le pauvre qui a la voiture, il descend dans le trou, et quand il sort du trou, il ne sait plus où il se trouve, il perd toute orientation, et si par hasard il se trouve en Japon
ne connaît pas le japonais, il est mort, parce qu'il ne peut même pas lire les écriteaux qu'il y a sur la route. Il est non mort. Donc, le parking, je trouve que c'est un des éléments les plus importants aujourd'hui dans le projet d'architecture, parce que c'est un des seuls contenus qu'il n'y avait pas avant. En 1800, il n'y avait pas les grands parkings. Il y a aujourd'hui. Donc c'est à nous la tâche de le résoudre d'une manière non décente. Là, on voit la coupe. Donc on voit la typologie, le couloir interne, donc des habitations sur 2 étages. Une, on entre de là et on descend dans les chambres, et l'autre, on entre au séjour et on monte dans les chambres en haut. Donc c'est la typologie typique de Kobu. Et un autre, tout un autre. Là, le parking. Ici, on voit la façade. On voit derrière en transparence le pré qui a un peu de pente. Et on voit que ce nouveau élément architectural, il réussit même à mettre en évidence de l'autre côté de la rivière, qui est là, l'hôtel de ville. Comme ça, il donne une grande valeur à cet hôtel de ville qui doit être l'émergence du village. Et là, une maquette de ce projet-là. Je vous montre un projet utopique. J'étais invité en Allemagne, à Braunschweig, c'est juste la ville où M. Hitler, il a été baptisé allemand, il était autrichien. Et un professeur, il m'a donné la tâche de donner à ses étudiants un projet pour protéger la base où surgissent les collines. Non? En passant comme monument, ce qui est important, c'est la base, non? Pour le rendre monument. Le monument, il est déjà là, ce sont des collines, et donc, je leur dis, moi, vos polygonies, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse la plaine dessus. Non? Puis, pour ce qui est l'intérieur des collines, j'ai dit qu'il ne valait pas la peine de faire un plan, parce qu'ils sont tellement différenciés l'une de l'autre, qu'il faut en faire 50 plans, non pas un. Et alors, on pourra commencer à faire des plans au moment qu'il y a des nécessités de bâtir quelque chose. Avant, ce n'est pas nécessaire de faire des plans. Et comme ça, c'est commencé. Ça, c'était mes premiers esquisses. Les collines, première chose, je vais faire la base des collines. Je veux les limiter pour mettre au-dessous des collines un tapis d'or, afin qu'on puisse les comprendre comme élément extraordinaire. On le voit encore dans l'esquisse. Il y avait encore une autre chose. Dans le lieu, dans beaucoup de parties d'Italie, il y a encore les centuries romaines. Non? Vous savez que les Romains l'avaient divisé sur la campagne italienne en centuries. Je ne sais pas si on dit en français centuries, je peux le dire. Non? Et c'était des grands îlots, non? Avec des rues, qui divisaient le terrain agricole. Mais j'ai repris donc les centuries romaines, pas seulement. Il y a d'un côté de ce grand rectangle que je propose, il y a un canal, celui-là, qui a été fait par les Romains en 1200. En 1200, les Romains, le voilà, ils ont bâti un canal que depuis Venise, il Brenta, il s'appelle, c'est le canal où il y a toutes les villes paladiennes, il Brenta, ils ont pris la rivière Brenta et ils ont fait un canal artificiel qui va jusqu'à là. Il y a aussi le port. Cette ville, elle a un port. Il y a un port là. Il y a un port, excusez-moi, ici. Et donc, on peut arriver donc, sur cette partie-là des Coliogani avec les bateaux, encore aujourd'hui. Il y a une navigation. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait rien d'autre que remercier les Romains, parce qu'on doit retrouver toujours les Romains pour faire une chose nouvelle aujourd'hui, et j'ai amplifié, agrandi leur idée du canal, et je fais un canal qui contourne tous les Coliogani. Donc, avec le bateau, on peut faire tout le tour des Coliogani, et j'ai préparé des ports partout, non, pour arriver. Non. Les villes qui sont à l'intérieur de ce carreau, où il y a les centuries,
Voilà. Là, où il y a les centuries romaines, ça reste campagne. Ça veut dire, et j'ai pensé que là, il pourrait naître une agriculture pour en faire une espèce de tapis, comme un tapis de palpé. Un îlot là avec des roses, un autre rouge, l'autre vert, l'autre bleu, l'autre jaune, pour faire cette base extraordinaire de ces fruits. Puis je allonge donc les canals là, et les villes qui sont à l'intérieur, j'interdis de l'agrandir. Les villes peuvent être agrandies seulement à l'extérieur du rectangle. Et là, on voit seulement la première extension, c'est celle-là, pour la ville d'Avalo. Je fais là la nouvelle ville, elle est là. Là, il y a le port, ici au centre. Comme ça, dans cette ville, vu que ça devient un grand centre touristique, on peut bâtir même des tours, des hôtels, tours, tout ce que vous voulez, toute la modernité, sans entrer en rapport direct avec les monuments historiques qu'il y a dans les pays. Ça, puis c'est le plan définitif que je fais. On voit là c'est la ville qui est à l'intérieur, et là on voit ces parties où il y a l'agrandissement des villes à l'extérieur, toujours le là, et même là, j'en fais partie autres. Et ça, vous savez que moi j'enseigne depuis septembre en Sardaigne. Je enseigne volontiers en Sardaigne parce qu'il y a la mer. Parce que moi, avant d'être architecte, j'aimais être pêcheur. Non? Moi, je suis pêcheur de fleuves, de lacs et de mer. Non? Et donc, j'ai mon bateau près de l'école. Je à peine je peux, non? Sur la mer, non? Pour réfléchir mes idées non? Sur l'architecture. Alors, j'ai fait un plan d'aménagement pour la commune de Cabras, en Italie, en Sardaigne. Ça, c'est le terrain. C'est un vaste terrain, plus ou moins 20 km sur une dizaine. Non? Là, il y a la mer, ici, c'est la mer. Ici, il y a un étang avec l'eau douce où on cultive les poissons pour faire la boutarga, la fameuse boutarga sarde. Ici, il y a, à ce côté-là, il y a un autre étang, là, ici. Et dans ces trois zones, 1, 2, 3, il y avait 3 terrains que la commune de Cabras, il a donné à des spéculateurs non romains pour en faire 3 villages touristiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Que cette zone-là, elle habitait seulement par des agriculteurs et par des pêcheurs. Il veut introduire aujourd'hui le tourisme pour chercher de donner une source économique plus forte à ces gens-là. Alors il fallait inventer des nouveaux villages touristiques. Ça, c'est la situation. C'est un terrain assez plat, mais il est aussi ondulé. Et seulement à la fin, là au fond, il y a des rochers magnifiques. Il faut dire que ce sont les spiagge, les plages les plus incroyables de la Sardaigne, parce que les plages sont pas faites par le sable, non, comme dans les eaux d'yeux, ils sont faites par les perles des coquillages. Ce sont des petites perles tout petits qui forment le sable. C'est incroyable, incroyable. Alors, quand je suis descendu sur ce lieu-là, la première question, parce que quand je fais un projet, je me pose toujours une seule question. Une, pas deux. S'il y en a deux, il faut éliminer une. La question que je me suis posée, c'était celle-là. Pourquoi? Quand je descends de la voiture sur ce terrain-là, je me rends compte tout de suite que je suis à Sardaigne et je ne suis pas en Italie ou quelque autre part dans le monde. Et j'ai repéré 4 éléments qui m'ont fait dire que j'étais à Sardaigne. Quels sont ces 4 éléments? Les nuraghi sont ces bâtiments en pierre, il y a 2000 ans avant Jésus-Christ. Sur ce terrain-là, où je devais faire le projet, il y en a une quarantaine, une cinquantaine de ces éléments-là, sont des troncs de cônes, donc des formes géométriques précises, qui sont en pierre, et sont diffusés, distribués dans le territoire. Deuxième, il y a i novenari, c'est pas français, difficile à traduire,
Novénales, qu'est-ce que ce sont? Ce sont des espèces de villages. Ce ne sont pas des vrais villages qui forment une espèce de contour de maisons. On les voit là d'un étage, qui sont généralement des rectangles, non, des rectangles. Au milieu, il y a un grand pré avec une église. Là, les gens du lieu, ils vont pour 10 jours, 15 jours par année, ils vont là habiter, seulement 10 ou 15 jours, puis ils retournent dans leur maison pour fêter leur saint patron. Non. Ça sont innovénables. Aussi, ces espèces de villages, ils sont en pierre, ils ont des formes géométriques précises et sont dispersés sur le territoire. Troisième élément, les églises romanes. Les églises romanes, vous en voyez une là, ils sont aussi formes géométriques précises, en pierre et dispersés dans le territoire. Ils sont parmi les montagnes, etc. Ils ne sont pas tellement dans les villages, en certains. Ils sont dehors. Je vous montre quelques-uns. Magnifiques. Toute petite église, superbe, dans ces paysages-là, incroyables. Ce sont tous des bâtiments qui s'opposent en soi, pour leur forme géométrique, à la nature qui est là. Et c'est grâce à leur opposition à la nature que la nature, le paysage devient extraordinaire. Et on peut le comprendre. Voilà, la montagne. Vous imaginez ce paysage-là, sans cette église-là, il ne serait rien. Non. Il serait, oui, un bon paysage de nature. Non. Mais la nature est tout le mérite. Là, c'est une autre église de Chavez. Le quatrième élément sont les tours, je ne sais pas comment dire en français, les tours de vue pour contrôler la mer, le long des côtes, 1500 plus ou moins. Et ces tours-là, ils sont aussi de cylindres, donc forme géométrique précise, en pierre, et dispersés le long des côtes. Quand j'ai repéré ces quatre éléments-là, je me suis posé une question. Si on veut introduire le tourisme dans ces lieux-là, le paysage, il faut le changer. Il ne peut pas rester le paysage d'avant. Donc, il faut inventer le cinquième élément, qui n'a jamais existé avant. Il doit avoir ces caractéristiques-là. Il doit être en pierre, il doit avoir des formes géométriques précises, et troisième, il doit être dispersé dans le territoire. Et donc, j'ai inventé ce quatrième élément, qui doit être la continuation historique de cette transformation de ce paysage sacré. J'ai pris comme pierre, je vous montre ça, et j'ai pris la pierre du lieu, qui est celle-là. Là, on voit la situation. Qu'est-ce que j'ai vu? Là, les trois terrains, 1, 2, 3. Je mets les trois villages en rouge, puis je mets un sur un étang là, et l'autre sur l'autre étang ici. Qu'est-ce que sont ces taches rouges? Et en plus, je fais une route qui allonge la côte, qu'il n'y a pas maintenant, pour arriver dans ces villages-là. Ça sont ces éléments. Et ici où il y a les rochers, je prépare un port de plaisance pour les touristes qui ont besoin d'un port. Là, vous voyez où il y a le port va justement là, dans ce lieu-là, où ça termine les rochers et ça commence la plaine. Vous voyez pour la fin de ce paysage-là, ces rochers formidables. Et là, vous voyez l'idée. Là, le port, et ici, le village. Qu'est-ce que c'est ce village-là? C'est une enceinte de pierre de 4 mètres d'auteur, qui fait 1200 mètres de longueur, 1 km et 2, pour 120 mètres de largeur. Donc c'est une grande enceinte. Et cette enceinte contient le tout. Ça veut dire, on a, là, il y a la grande place, là, il y a l'hôtel de ville, que c'est l'élément émergent. Une fois c'était les églises, maintenant c'est l'hôtel, parce que c'est un élément touristique. Il y a la place où il y a tous les magasins, etc., où les agriculteurs du lieu peuvent vendre aux touristes leurs produits, ici. On peut prendre ça encore mieux. Alors là, la place, là vous voyez la coupe de l'hôtel, c'est celui-là, ici. Là il y a la place, ici,
place du marché. Puis on entre dans le novenario. Je reprends l'idée du village que je vous ai montré, les maisons d'habitation, ici, à série, là, avec leur jardin privé vers le mur, d'un côté et de l'autre, et au milieu, un grand pré. Je ne fais pas l'église, avant tout, je ne suis pas catholique, non. J'ai quitté la religion, mais j'ai mon église, elle est là, c'est l'hôtel de ville. Puis on a dans un autre côté de ce village, sont le lieu des lieux de sport, champs de tennis, la piscine, les salles de gym, etc. Et puis, le contenu principal de ce village, c'est quoi? Les parkings. J'ai vu les brebis en Sardaigne, plein de brebis en Sardaigne. Les brebis en Sardaigne, le soir, ils rentrent dans leur limite de pierre. Donc, j'ai pensé que les voitures sont des brebis, mais moins disciplinées que les brebis. Donc, il fallait les contrôler. Parce que l'été, quand les touristes arrivent sur ces plages-là, c'est un désastre. Il n'y a pas de route, et donc il envahit tout. Donc, c'est un désastre. Donc, j'ai proposé de mettre les voitures dans le village. Et chaque village, il a 800 places parking. Ces parkings, qu'est-ce que sont? Moi, je les appelle les oasis. Ils sont comme les oasis dans le désert. Ce sont des palmiers. Et les palmiers, sous les palmiers, il y a aussi de l'eau, qui doit être un lieu rafraîchissant. Et les touristes qui arrivent dans ce village, là, ils ont leur garde-robe, leur douche, etc. Et par des rames, ils sortent au-dessous des murs, là, et ils vont à la mer à pied, 200 mètres à pied. Donc, il n'y a plus de voitures sur la plage. Puis, à la fin, il y a la partie, disons, culturelle. Ils voulaient un théâtre à l'air libre. Ça, cette forme, c'est pas moi qui ai inventé, c'était une carrière de pierre qui était là. Et on a fait un théâtre, et il y a le palais des congrès, etc., et tout ce qu'il faut pour ce centre touristique. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils m'ont raconté, tous ces gens-là, que c'est le lieu, c'est le paradis terrestre, ce lieu-là. Moi, un enfer comme ça, je ne l'ai jamais, non, jamais. L'été, 40-44 degrés. Quand il y a le maestral, qui arrive souvent, il y a un vent terrible. Il est froid, etc. Vent, on ne peut pas vivre. Donc, l'idée même de l'enseigne, c'était pour donner un microclimat aux gens qui vont là, pour se protéger de la nature. Moi, j'ai toujours cette respect. La nature, elle est hostile à nous. Et comme nos vieux, ils n'aimaient pas tellement la mer. La mer, on allait pas pour la beauté, on fait esthétique, on allait pour travailler à la mer, les pêcheurs, etc. Les fabriques, on ne mettait plus de la mer, non. Maintenant, on a découvert la mer comme élément esthétique, mais la mer, elle est assez terrible. Donc, quand un touriste, toute la journée, il est là à se faire brûler par le soleil, il sera bien content de se retirer dans son village, d'oublier la mer et de ne plus la voir. Il cache la mer puisque je peux. Je lui laisse seulement quelques petits phares pour la voir. Vous voyez, sur le lieu, il y a même les carrières et il y a déjà les pierres coupées. Ils sont là seulement à retirer et à monter. Magnifique. Une petite esquisse, ça c'est le novenario, mon novenario, l'habitation, et au fond, le grand hôtel. Et ici, de la mer, on voit le village. Le village, c'est avec d'autres murs, voilà. Ce mur-là, il a aussi une autre fonction, c'est horizontal, et c'est un élément contradictoire à la nature, qui met en clair la forme du terrain qui n'est pas horizontal. Il est légèrement bougé et grâce à la ligne horizontale, maintenant on peut le connaître, on peut le saisir. L'hôtel, ici comme élément terminal, et qu'est-ce qui sort de ce mur? Des paniers, des parkings, qui marquent la présence, non, des parkings, la salle de concert, son toit, ici à droite,
Ah, oui, voilà, là. Et ici, le premier étage des habitations, qui sont 2 étages, à l'étage supérieur, je leur donne la possibilité de voir la mer, si jamais ils veulent la voir. Mais normalement, il faut fermer les impôts, je le sais. Et comme dernier projet, je conclue, je vous montre un autre projet, et c'était un projet assez spécial. On m'a invité à faire un projet avec 3 autres architectes pour la métropole de Hollande. Vous savez que depuis quelques années, ils sont en train d'étudier le problème de la métropole hollandaise. Les villes croissent et donc ils sont en train de se former une grande métropole. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné à Paulo Mendes da Rocha, le Brésilien, je me souviens, le Brésilien de la mer, là, à Snotzi et à Siriani, à Troyes, ils nous ont donné tous les projets qui ont été faits pendant 6 ou 7 ans par les urbanistes, les spécialistes, sociologues, théologues hollandaises, qui étaient en train d'étudier la nouvelle métropole et ils demandaient à nous qu'est-ce qu'on passait de ces travaux. On s'est réunis, on a travaillé complètement séparés l'un de l'autre et on s'est réunis dans une vidéoconférence et dans la vidéoconférence, tous les 3 étaient d'accord sur un point. Il avait fait toutes les analyses qu'on peut faire sur un lieu. Il y avait tout. Il y avait par exemple des rues hollandaises du janvier au 31 décembre, combien de grenouilles traversaient la rue. Il y avait tous les chemins, tout. Des choses folles. Donc, on connaissait tout de cette Hollande. Mais projet, rien. Donc, il avait fait analyse, mais projet, il n'y en avait pas. Et c'est normal. Et quand on pense de faire un projet en cherchant d'analyser un lieu dans tous ses aspects, un architecte il est mort, il ne peut plus rien faire. Non, c'est pas possible. Parce que pour faire un projet de métropole, il n'y a pas 100 problèmes. Il y en a au moins 1 million ou 10 millions de problèmes à résoudre. Et si on met tous les 10 millions de problèmes là sur la table, c'est normal qu'un architecte peut se tirer un coup dans la tête et finir son travail. Voilà. Alors, quand je suis allé là, comme je faisais dans ma commission, déjà avec mon esquisse. J'avais fait déjà une esquisse de mon idée de métropole. Je m'étais posé une seule question, aussi pour la métropole d'Hollande. Quelle était ma question? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de passer en métropole où l'homme peut encore s'orienter spatialement, comme dans la ville historique? Tout le monde m'a dit de non. Même Grégotti, mon grand ami à moi, il m'a dit, tu es fou, c'est pas possible. La métropole, c'est justement une espèce de ville que par sa dimension, par sa structure, l'homme ne peut plus s'orienter. Non. Les choses d'orientation sont différentes de la vie historique. Moi, j'ai insisté sur mon idée. Alors, premier choix. J'ai cherché d'éliminer la dispersion de l'extension des villes. Alors, je prends tout ville. Alors là, on voit que les villes d'Hollande, ils sont mis en cercle autour d'un grand cercle qu'on appelle le cœur vert d'Hollande. Une décision dans les années 30, non? Que le centre d'Hollande reste vert pour l'agriculture. Tulipes et vaches. Voilà. Alors, à Amsterdam, qu'est-ce que je fais? Je limite l'extension d'Amsterdam. Là, il y a Haarlem, je limite son extension, puis il y a Leiden, il y a Laïa, puis il y a Rotterdam, etc. Il y a toutes les villes qui se mettent autour et cherchent où on peut la mer. Non, on le voit. Alors, je le divise. En faisant cette opération, qu'est-ce qui se passe? Il y a 7 ou 8 ou 9 villes séparées, donc l'une de l'autre, mais il n'y a pas de métropole, non, c'est pas encore une métropole, il y a une sommatoire de villes singulières, non. J'ai fait ça parce que je pense que chaque ville hollandaise, elle a toute une autre histoire, même l'architecture est différente. Amsterdam, ce n'est pas Rotterdam, Rotterdam n'est pas Utrecht, non, chacune a ses spécificités, et donc il fallait empêcher qu'une ville croît sur l'autre. Donc ça c'était mon idée. Puis, qu'est-ce que je fais?
pour réunir tous ces villes, je fais un viaduc de 40 km, 60 km de largeur, ici. C'est un viaduc de quarantaine de mètres d'auteur, sur lequel tournent des trains à haute vitesse, 350, 400 km/h. Comme ça, on peut faire le tour de Loire en demi-heure. Il fait le tour de Loire. Et en faisant ce tour-là, il voit la ville, il voit la mer, il voit la ville, il voit la mer, il voit l'espace intérieur, il voit la ville. Donc il se rend compte de tout Loire, de tout le territoire de Loire. Autre chose, vu que cette dimension de ce diamètre, il est trop grand pour être compris dans toute sa extension, j'ai proposé que le cercle touche les villes, de proposer dans ce lieu-là sont les stations, les gares, les nouvelles gares des villes, de proposer 2 tours. Et ils m'ont dit, mais vous êtes fous, vous n'avez pas assez des 2 tours jumelles de New York, non, que Bin Laden il a démoli. Moi, je dis, non, moi, j'ai pas peur de Bin Laden. Parce que dans les tours, je ne mets pas ni le centre financier, ni le centre politique, ni le centre, etc. Je mets les ouvriers étrangers qui ont travaillé et ont construit l'Hollande. Et si c'est possible, je mets des gens musulmans dedans. Comme ça, je mets dans mes tours, et c'est le centre de ma maison, les ouvriers, comme habitants, et pas les élites. Puis il y avait l'autre problème, c'est qu'aujourd'hui, l'aéroport, il se trouve, ça c'est Amsterdam, il se trouve entre Amsterdam et Haarlem. Il est là. Mais il est trop petit, il doit être agrandi ou déplacé. Moi, je le déplace à l'intérieur du centre, parmi les brebis et parmi les tulles et les agriculteurs. Je mets le centre. Alors, même quand on arrive avec l'avion, quand ils descendent avec l'avion, quand ils descendent de l'avion, ils voient l'Hollande entière. Parce que les tours de plus ou moins 250 mètres d'auteur, il permet de ce point central de lire tout le cercle. Donc, on le voit à cette distance, on peut les lire tous, et donc il se rend compte, ah là c'est Amsterdam, et donc il s'oriente totalement dans ce lieu-là. Il y avait un autre problème, parce que la plaine à l'intérieur d'Hollande, vous la connaissez, c'est une des artefacts plus incroyables, non, que notre culture a créé dans le territoire, et sont les canaux d'eau. Et vous savez que les Hollandais, pour faire fonctionner les canaux, parce que l'eau, le terrain est plus bas que la mer, non, dans beaucoup de parties, ils veulent la faire courir l'eau, non, faire circuler, et là on a planté les moulins en vent. Mais pour faire les moulins en vent, ils n'ont dû pas mettre des arbres. Donc jusqu'à 1945 ans, tout le centre d'Hollande, il n'y avait pas d'arbres. Il y avait des prés et on pouvait le lire totalement, ce grand vide extraordinaire, non, avec ces canaux. Puis arrivent les écologistes, arrivent non, les gens bio, et alors ils commencent à planter des arbres même là-dedans. Non. Alors moi j'ai fait la proposition de couper tous les arbres d'Hollande au milieu du centre, non seulement, il me semble, 350 000, non, pas grand-chose, et je l'utilise pour définir les limites des villes. Et les autres arbres, je ne les mets pas dehors, mais je les mets dans les villes. Parce qu'une ville qui se respecte, elle a besoin de lieux, non, pour le plaisir, pour le sport, etc., mais à l'intérieur des villes et pas à l'extérieur. Là, c'est, après l'idée, je la contrôle sur le lieu pour voir si ça marchait assez bien. Il y avait un problème. Marc, comme j'ai dit, parce qu'il y avait un problème de coût. Ils m'ont demandé là, combien ça coûte. Et alors, comme de nouveau en Suisse, à Braunschweig, non, je balayais. Et si, comme je me suis souvenu que j'avais fait une montre suisse, un peu drôle, une montre avec 9 heures. Pas possible. Une montre suisse, elle a 12 heures. Et comme ça, j'ai pensé qu'il fallait ajouter 3 heures. Donc 3 villes. Et j'ajoute, ici où il n'y en a pas, ici, ici, ici,
3 nouvelles villes. Comme ça, j'obtiens mon horloge à 12 heures, non, exact. Et comme ça, je pouvais téléphoner à M. Hayek, celui de la Swatch, en lui demandant s'il ne pouvait pas me financer même les astronautes qui pouvaient l'avoir, non, chercher, non. Jamais, je peux vous dire, une réponse, mais un chiffre. Pourquoi? Parce que les hommes, sur ce projet-là, ils l'ont détesté, non, violemment. Ils m'ont donné de tout, ils m'ont donné que j'étais un absolutiste, j'étais antidémocratique, que j'étais fasciste aussi. Ils m'ont donné tous les titres qu'on peut donner à quelqu'un parce que j'avais utilisé le ronde. Ça veut dire, pour les Hollandais, ce n'était pas le problème du projet en soi, c'était la forme du ronde. Et la première fois que je l'ai montré, ils m'ont dit, pourquoi vous ne l'avez pas fait comme ça? Non, c'est bon, non, c'est pas comme ça. Voilà. Ça, c'est l'esquisse que j'avais fait de cet élément. Ça, je montre ça comme... C'est un des viaducs que j'aime le plus parce que c'est mon architecte préféré en Italie, c'est Nottolini, à Lucca. Il a fait le grand aqueduc pour la ville. Ça, c'est un aqueduc au Japon. Oui. Et là, c'est après le projet avec les villes nouvelles qui peuvent approfondir. Il faut dire que quand on est allé le présenter, ce projet-là, on était en 4, il y avait Ray Poulas, que vous connaissez bien, il y avait un neveu de Poulas, un architecte paysagiste, puis il y avait un autre que je ne connais pas, et puis c'était moi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné aux 4 architectes qui présentaient le projet, une demi-heure avant, une feuille, avec 100 problèmes. 1, 2, 3, 4, 5, renoués. Et on demandait à tous les 4, pendant la présentation, de dire combien de ces problèmes-là on aurait résolu. Alors, arrive, je me rappelle encore, un Poulas, le premier, qui dit, moi je n'ai résolu 72. Puis arrive l'autre, 48, l'autre, 64. Puis, moi, je me demande combien vous avez résolu. Tout. Tous les 100. Il faut dire que moi, je me suis posé pas un de ces 100 problèmes. Quand pas un. Je m'étais posé seulement ma question. Est-ce que c'est possible de faire une métropole où l'homme s'oriente? Ça, c'était ma question. Tous les 100, je n'ai jamais pensé, non. Mais ma question répondait à tous les autres. Et c'est pour ça que c'est sur ce fait-là que j'ai compris quelle est notre tâche d'architecte et quelle est notre méthodologie de travail. Non. Chercher la bonne question. Et pas beaucoup d'analyse. Moins qu'on connaît, mieux c'est. Moins qu'on connaît, mieux c'est. Basta avec toutes ces analyses qu'un image enseigne en Italie, c'est l'inondation des analyses. Non? Et on ne sort pas un seul projet. On sort. Voilà, c'était une espèce de maquette. Et puis, là, ils m'ont donné des fascistes, etc., ma copine m'a fait un cadeau. Elle m'a dit, mais tu n'as pas reçu que ton projet, c'est exactement le drapeau de l'Europe unie. Donc, j'ai remercié les Hollandais et ils m'ont appris quelque chose qu'ils ne savaient pas, que l'Europe unie, c'était un État absolutiste. Non. Moi, j'avais écrit dans mes aphorismes, un aphorisme qui disait, l'architecture, c'est le vide. À toi de le définir. Attendez, je vais lire ce dernier commentaire. Alors, comme on a vu, tous les projets que j'ai présentés tentent de donner une réponse soit au temps long d'évolution de la ville, soit l'extension incontrôlée de la ville explosive. Les urbanistes aujourd'hui, qui connaissent ce problème, connaissent le problème des temps longs de la ville, de l'évolution de la ville, recourent à 2 aptitudes. La première, c'est celle de prévoir, sur la base d'hypothèses, le probable programme de développement de la ville. Mais la réalité,
Et la réalité nous enseigne que pour la majeure part des cas, ces prévisions ne s'arrêtent pas. Non, la vie se bouge comme elle veut. Devant cette réalité qu'il connaît aussi, il recourt au soit nommé plan ouvert. Ça veut dire un plan qui permet à la ville de se bouger diversement de ce qui était prévu. Mais ça signifie, selon moi, ne pas prendre des décisions. Parce que le meilleur plan ouvert est l'absence du plan. Plus de plan, non, on laisse la ville aller comme elle veut. Sur l'extension incontrôlée de la ville, il n'y a pas de claire prise de position. À ces attitudes, je contrapose deux réponses alternatives. Sur l'extension incontrôlée de la ville, je retiens absolument nécessaire de poser des limites de croissance, spatialement reconnaissables. Au-delà de, comme dans la vieille ville, la campagne. À l'intérieur d'eux, on propose la densification maximale. Ça, c'est ma proposition. Pour la réponse au temps long d'évolution de la ville, je réponds avec les temps courts de l'architecture. Vous voyez que, par exemple, le projet de la Delta Métropole, un projet d'architecture. C'est une architecture. Celui-là, on peut le bâtir 5-6 années, il est fait, et la métropole, elle est là. Non, il n'y a pas besoin d'attendre l'évolution. Je réponds avec des projets, avec les temps courts de l'architecture, avec des projets accomplis qui n'attendent pas une évolution. On a aussi la possibilité d'évaluer en très bref temps la bonté de la solution sans devoir attendre les temps longs, l'efficacité au moins du plan. Le projet doit être en gré de permettre à l'intérieur des limites établies la flexibilité maximale. Cela signifie l'inutilité des grandes programmations destinées à rester lettre morte et à permettre à la ville d'agir et à permettre aux villes d'agir au moment où se posent les problèmes. Pour ces projets, au-delà de ces deux alternatives, je me suis référé à mon aphorisme. Voilà. L'architecture, elle le dit, à toi de le définir. Sur cet aphorisme, si cet aphorisme est compréhensible pour la ville historique, ça suffit de passer à les piazze, aux places, aux rues, aux petites ruelles, etc., définies par les bâtiments du contexte historique, des espaces publics par excellence, il semble, au contraire, opinable pour la ville actuelle. La ville diffusée, ou la ville exploitée, est explosée, où le vide entre les bâtiments est un reste sans signification aucune. Tandis que dans la vieille ville, le vide était la chose la plus importante, non la chose publique. Pour ce motif-là, en absence d'un contexte significatif, comme il y avait dans la vieille ville, les architectes actuels se réfugient souvent sur l'objet à soi-même. Ils recourent à l'invention formelle à tout prix, à l'originalité, avec l'intention de la proposer comme monument, mais en absence d'un contexte significatif, auquel le monument de la ville historique se repérait. Il ne résulte autre qu'un sommatoire de bâtiments singuliers qui ne font autre que contribuer à la monotonie de la ville actuelle. Dans mes projets, je repropose, au contraire, l'importance du vide aussi dans la ville actuelle, où celui-là, il vient définir surtout, non tant dans les bâtiments comme dans la ville historique, mais plutôt par les infrastructures de circulation ferroviaire ou des routes routières. Il assume donc des dimensions plus vastes en rapport aux espaces de la ville historique. Donc, quand j'ai vu que mon aphorisme
il me semblait injustifié vis-à-vis de la vie actuelle, j'ai pensé de le changer. Et mon nouveau aphorisme, c'est le suivant. Ça, c'était le vieux aphorisme. Nouveau aphorisme. L'architecture, c'est le vide. À toi de le définir. Mais cette fois-là, je l'ai écrit en lettres majuscules. Après les derniers projets que j'ai faits, mon aphorisme s'est renforcé. Comme j'ai commencé, je terminerai encore avec une citation de ma première conférence inaugurale à Lausanne. Max Frisch, dans son discours pour son 75e anniversaire, en parlant de la faillite de l'illuminisme auquel il se référait, disait « Une science, animée de sa raison morale, et par conséquent une recherche scientifique, de laquelle personne n'est en gré de s'assumer les résultats, signifie la perversion de l'illuminisme qui devrait nous rendre majeurs. Aujourd'hui, l'illuminisme est une révolte contre la foi aveugle vers la technologie, qui rend l'homme primitif et qui le conduit à l'impuissance vis-à-vis de la technologie même. À la fin de l'illuminisme, il n'y a pas, comme l'espérait Kant et tous les illuministes, l'homme majeur, mais le veau d'or. Je me sens solidaire avec tous ceux que ici et dans le monde pratiquent la résistance. Résistance aussi contre une égalité entendue comme stratagème, opposition opposition lequel objectif est l'affirmation de l'esprit de l'illuminisme avant qu'il soit trop tard. Mais cela non comme répétition de l'histoire, mais à travers des expériences historiques tendues vers des tentatives de personnes majeures pour pouvoir vivre ensemble. Je crains que sans une ouverture vers la raison morale, qui peut venir seulement de la résistance, il n'y aura pas un prochain siècle. Un appel à l'espoir est un appel à la résistance. Merci. À la résistance. Merci.